Coco, Wall-E, Ratatouille, Lao, Vice Versa, Les Indestructibles, Le Monde de Dory et plus récemment, Soul. Tous ces films proviennent du même studio qui a su marquer toutes les générations depuis les années 90, le studio Pixar. Avant de commencer cette fabuleuse histoire que je rêve d'envie de vous raconter depuis très longtemps, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à activer la petite cloche, je vous le demande très rarement, mais là je vous le demande parce que je suis plus actif sur YouTube, et comme ça vous serez au courant quand je sortirai une vidéo chaque semaine. Allez, c'est parti pour vous raconter la fabuleuse histoire du studio Pixar. Alors déjà, pour vous remettre dans le contexte, on est dans les années 70. Et à cette époque, l'ordinateur n'est pas du tout démocratisé. Donc pas de 3D, pas d'effets visuels, tout ça. Et le domaine des films d'animation est régné par Disney. Il y a 3 personnages principaux dans cette histoire. Et le premier, il s'appelle John Lasseter. Alors John Lasseter, c'est un dessinateur, il est passionné par les dessins, et son rêve, c'est de passer sa vie à faire de l'animation, à donner vie au dessin. Il est évidemment, comme tous les dessinateurs de cette époque, inspiré par Disney. Il connaît tout sur le studio Disney. Leurs films, leurs méthodes, leurs équipes, tout. Et en 1975, il intègre une école qui a été fondée par Walt Disney lui-même, la CalArts, qui est à cette époque la meilleure école d'art en Californie. Et il intègre une classe qui va se focus sur la création de personnages et sur l'animation de personnages. Et dans cette classe particulièrement, il y a plein d'autres réalisateurs, dont un que vous connaissez. C'est ce gars-là. Et ce gars-là, c'est Tim Burton. Alors est-ce que Tim Burton va avoir un rôle important dans cette histoire de Pixar? Pas du tout. Et c'était surtout pour vous montrer un petit peu le level de la classe. Donc il entre dans cette école à CalArts et pour payer ses études, comme tout étudiant, il a besoin d'oseille. Et John, il va continuer de rester dans l'univers Disney puisqu'il va travailler à côté de ses études dans le parc Disney. Il va avoir un job d'opérateur dans une attraction du parc Disney. Donc le mec adore les dessins, il adore l'animation, il est passionné par Disney, il travaille au parc Disney, il apprend dans l'école fondée par Walt Disney. Bon, le mec est un taré de Disney, on a compris. Et pendant ses études, il va réaliser 2 courts-métrages et John Lasseter va recevoir 2 Oscars d'affilée pour le court-métrage d'étudiant, avec ces 2 courts-métrages. Donc évidemment, il est mis au devant de la scène, et après ces petits succès, bon ça reste quand même des Oscars, en 1979, John Lasseter est employé en tant qu'animateur au studio Disney. Mais un jour, il y a une bobine qui arrive au studio Disney, qui va être vue par les employés de Disney, et qui va changer radicalement la vie de John Lasseter. Le film que contient cette bobine, c'est le film Tron. Et c'était la première fois que les employés de Disney voyaient une nouvelle forme d'animation. C'était pas totalement du dessin, c'était pas totalement de l'image de synthèse, mais en tout cas ça faisait peur. Les employés de Disney, après avoir vu ce film, c'est simple, ils avaient le seum. Ils avaient le seum parce qu'ils avaient l'impression d'être en retard, et puis ils ne voulaient pas accepter que l'ordinateur allait prendre une place importante dans ce domaine-là. D'autant plus que nous sommes dans une période spéciale aux États-Unis. C'est à ce moment-là que les États-Unis commencent à faire leurs recherches et leur développement pour la course spatiale. Donc ils font énormément de développement et de recherche dans l'informatique. Évidemment, à chaque fois qu'on parle d'informatique, de nouvelles technologies, ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'ils ont tout simplement l'impression de se faire dépasser et qu'ils peuvent du coup se faire remplacer, quoi. Donc oui, ça fait peur, et notamment ça fait peur aux animateurs de chez Disney. Évidemment, parmi eux, il y a une personne qui n'en a pas peur du tout, et qui au contraire y voit énormément de potentiel, c'est John. Lui, il se dit « Oh putain la vache, il y a quelque chose à faire là ». Immédiatement, John se lance dans un projet de long métrage, fait en animation 2D, en animation classique, et en animation 3D, en image de synthèse. Un mélange des deux. Ce long métrage s'appelle Le Vaillant Petit Grippin, et ce serait une première dans l'histoire de l'animation. Donc John Lasseter finit de développer ce long métrage, il n'est pas encore fait, il n'est pas encore produit, mais il finit de le développer, il fait le storyboard, il écrit le scénario, il calcule même le budget, il va voir le directeur de Disney. Il lui dit « Voilà, moi je suis John Lasseter, je travaille au 3e étage. Tenez monsieur, ça s'appelle Le Vaillant Petit Grippin et c'est un mélange entre de l'animation 2D, ce qu'on sait tous faire, et de l'animation 3D. Vous savez le truc qu'on a vu la semaine dernière au cinéma là, Tron? Ouais, ben moi je veux faire ça. T'as le patron de Disney qui récupère le projet, qui fait c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est cher, hein, c'est un peu cher, c'est un peu trop cher. Hein. Ouais, c'est cher. C'est fait par quoi, ordinateur? Ouais, c'est dangereux les ordinateurs un peu, non? Allez, redescends au 3e étage, je t'appelle dans 5 minutes, ok? Selon le directeur de Disney à cette époque, le film coûterait trop cher. Et comme la quasi-totalité des employés de Disney, il était contre l'idée d'utiliser des ordinateurs pour faire de l'art. Donc le projet de John Lasseter, Le Vaillant Petit Grippin, va être retiré de John Lasseter et il va être donné à un autre réalisateur de chez Disney. Donc pour John Lasseter, son projet, c'est ciao. Et par la même occasion, John Lasseter tout court, c'est ciao. Il se fait virer des studios Disney 5 minutes après son rendez-vous. Quand je vous dis qu'ils avaient peur, c'est ils avaient vraiment peur. Donc John Lasseter, il prend toutes ses affaires, il se casse de chez Disney. Il sait quand même qu'il est un petit peu populaire dans le domaine du cinéma et du film d'animation, puisqu'il a reçu 2 Oscars pour ses films d'étudiants, mais il est quand même dégoûté de se faire virer du plus gros studio d'animation du monde. Normal. Comme j'ai déjà pu vous le dire plus tôt, dans les années 70, les États-Unis sont en pleine course de l'espace. Et donc, grâce à cela, il y a eu énormément de budgets qui ont été investis pour la recherche et le développement dans la science informatique. Ces budgets ont été notamment investis dans plusieurs universités du pays, dont l'université de l'Utah. Et à l'université de l'Utah, ils se sont dit, nous, on va se focus sur l'image de synthèse et on va construire le plus grand laboratoire en images de synthèse. Et toujours à l'université de l'Utah, il y a un gars qui s'appelle
Ed Catmull. Ed Catmull, c'est un scientifique avant tout, mais il est énormément passionné de dessin et d'animation. Et lui, comme tous ses collègues, il voit un énorme potentiel dans l'image de synthèse. Ed Catmull décroche son doctorat dans cette nouvelle technologie, et désormais il a un but, faire des images de synthèse pour le cinéma. Il sait qu'il en est capable. Alors à ce stade, il n'a réussi qu'à reproduire sa main gauche en image de synthèse, mais c'est déjà énorme. Et son génie va titiller l'esprit de la bonne personne. À cette époque, il y a un gars qui est extrêmement intéressé par les images de synthèse. Et ce gars va aller rencontrer Ed Catmull et va lui dire « C'est pas mal ton truc là. Moi, je produis des films, je produis une saga qui marche plutôt pas mal. » Donc t'as Ed qui dit « Ah ouais, c'est pas mal, c'est quoi votre saga? Parce que moi j'adore les films aussi et tout. » Ma saga, moi, c'est Star Wars. Star Wars, ça te dit un truc? Ouais. En effet, la personne qui va aller rencontrer Ed Catmull, c'est George Lucas, le créateur, réalisateur et producteur de Star Wars. George Lucas va engager Ed Catmull dans sa société de production qui s'appelle Lucasfilm et il lui dit désormais tu vas me créer des images de synthèse. Donc t'as Ed qui dit à George j'ai besoin d'ordinateurs puissants. Donc t'as George qui va lui dire bah tu te démerdes, tu me construis des ordinateurs puissants. Donc Ed s'y met. Il va construire des ordinateurs et des logiciels qui permettent de générer des images de synthèse. Ed Catmull il est content de créer une main, des montagnes, une planète, mais c'est pas vraiment ce qu'il veut faire. Ed Catmull il veut créer des personnages en images de synthèse. Mais à ce stade avec la technologie qu'ils ont, c'est littéralement impossible. Ed avec son collaborateur Alvi, ils bossent tous les deux chez Lucasfilm et à côté de ça, ils vont se balader dans tout le pays pour faire des conférences sur l'image de synthèse. Et lors d'une conférence, dans le public, il reconnaît un visage. C'est celui de John Lasseter, qui est là, assis, et qui continue de rêver avec les images de synthèse. Donc Ed, après la conférence, il va voir John Lasseter, il discute un petit peu, John lui dit qu'il s'est fait virer de chez Disney, Ed lui dit ah bah moi je bosse chez Lucasfilm, John lui dit ah ouais, cool. Bon, je m'en fous un peu parce que c'est pas l'animation et tout. Moi, je veux faire de l'animation, du dessin, tout ça. Mais Ed, il a une idée, il se dit, on est doué quand même chez Lucasfilm. On a tous des doctorats. On est plein de scientifiques à créer des logiciels, des ordinateurs qui sont faits pour faire des images de synthèse, mais aussi de l'animation. Mais on n'est pas des animateurs, on est un peu nuls. Donc t'as John qui dit, Ed, tu penses à haute voix, là, je t'entends. Et donc Ed propose à John Lasseter de rejoindre l'équipe de Lucasfilm pour les aider en tant qu'animateur. Et là, mes chers amis, c'est le début des films d'animation en images de synthèse. I'm Ed Catmull. Our goal is to provide high-performance visualization at low cost. We are very excited by the many uses of this technology. Ed va mettre John au défi. Il lui demande de réaliser un petit film d'animation qu'avec des images de synthèse. Et évidemment, John n'attend que ça depuis des années, il relève le défi. Vu que les ordinateurs et les logiciels de Ed n'étaient pas encore super développés, John avait le droit d'utiliser que des formes géométriques très simples. Donc il va analyser l'animation d'un des personnages les plus connus, Mickey, puisque Mickey est essentiellement construit de formes géométriques. Il va créer son petit personnage qui s'appelle André, et il va en faire un petit film. Chez Lucasfilm, l'équipe de Ed Catmull est satisfaite. Et John Lasseter va dire à Ed Catmull qu'on peut faire encore mieux. Mais pour cela, il va avoir besoin d'un outil qui va lui permettre de faire de l'animation comme s'il était en 2D, en animation classique. C'est-à-dire qu'il a besoin de toute la liberté possible, de toute l'élasticité possible que l'animation 2D offre. Parce que là, on peut utiliser que des formes géométriques, 2-3 mouvements à la con, c'est un peu chiant quoi. Donc Ed Catmull, il dit vas-y, je vais te fabriquer un logiciel qui va te permettre d'avoir toute cette liberté et je vais même te fabriquer un ordinateur. Ed et son équipe développent l'ordinateur Pixar Image. Et à cette époque, l'ordinateur Pixar Image, c'est la machine graphique la plus puissante. Tellement puissante que cette machine ne va pas servir pour de l'animation. The new lower-priced Pixar 2 is a leader in the creation of tools that allow people to understand data through the technology of visualization. Cet ordinateur, le Pixar Image, va principalement servir dans l'imagerie médicale et dans la photographie par satellite. Et donc là, chez Lucasfilm, tout le monde est en train de se dire peut-être que l'informatique et les images de synthèse et tous ces ordinateurs, peut-être que c'est pas fait pour l'animation, peut-être que c'est vraiment fait pour d'autres domaines. Tout le monde se dit ça, et y compris le boss final de Lucasfilm, George Lucas, qui lui a un petit peu la flemme d'investir et de s'occuper d'un groupe dans le domaine médical ou dans le domaine des satellites. Ils s'en fout quoi, lui il veut faire des sabres laser, c'est tout quoi. Donc George Lucas, il enfile son peignoir, il sort de son bureau, il traverse tout son studio de Lucasfilm, il toque à la porte du bureau de Ed Catmull, il entre et il leur dit ok les gars, tout ça c'est super, je sais que votre rêve est de faire un film d'animation en images de synthèse, sauf que là ça va être compliqué. Moi ce que je vous propose, c'est que je vais vous aider à construire une société, la vôtre, vous restez quand même chez Lucasfilm, et je vous souhaite bon courage pour votre film d'animation. On fait comme ça? Allez, ferme la porte. Et donc du coup, Ed et son collaborateur Alvi, ils vont fonder une nouvelle société qui restera quand même chez Lucasfilm, et qui aura pour nom Pixar. Évidemment, John Lasseter, il va rejoindre Ed Catmull et ils vont commencer à se creuser la tête et à se dire comment on fait pour faire des films d'animation? Il faut de l'oseille, ok, il faut un investisseur. Donc il y a toujours l'idée que George Lucas arrive et investisse de l'argent, mais George Lucas, il est pas assez chaud pour investir autant d'argent. Et il faut surtout quelqu'un qui pourra comprendre le potentiel de l'image de synthèse, de tous ces ordinateurs, de tous ces logiciels. Quelqu'un qui aura les balls de voir cette société à long terme. Et il se trouve que quelqu'un en entend parler de cette petite société qui s'appelle Pixar. Et cette personne, elle monte dans sa limousine, elle se rend chez Lucasfilm, elle toque. George Lucas, bon, il enfile son peignoir, il traverse son studio, il va au portail, il ouvre,
Il fait ah, tu viens pour voir Pixar? Eh ben ils sont juste là-bas, vas-y. Le monsieur, il entre, il arrive devant le bureau de Ed Catmull, il toque. Ed Catmull qui ouvre la porte. Le monsieur qui rentre dans le bureau et qui lui dit écoute, c'est super cool ce que vous faites avec Pixar. Moi ça m'intéresse. Moi j'y vois un putain de potentiel et je suis un génie. Donc t'as Ed Catmull qui dit bah écoutez, c'est super. Moi aussi on me considère comme un génie. Mais vous, vous êtes qui pour qu'on vous considère comme un génie? Et le monsieur en face il lui dit moi je suis Steve Jobs. Eh oui, Steve Jobs avait entendu parler de la société Pixar et il va racheter Pixar à George Lucas. Et dès que Pixar ait été racheté par Steve Jobs, Ed va demander à John Lasseter de réaliser un petit film qui montrerait de quoi on est capable chez Pixar. Quelque chose qui représenterait le studio. Alors John il rentre chez lui, il s'assoit sur son bureau, il réfléchit un petit peu à ce qu'il pourrait faire. Et lui on a remarqué qu'il adore faire un truc, c'est donner vie à des objets. Donc il observe son bureau et il voit cette fameuse lampe qui est dans le coin de son bureau. Et il s'amuse avec. Et il se dit ok vas-y tu sais quoi, je pars sur ça, je vais donner vie à cette putain de lampe. Et le studio Pixar produit son premier court-métrage. Le film s'appelle Luxo Junior. Et en 1987, Luxo Junior devient le premier film en animation 3D par ordinateur à décrocher une nomination aux Oscars. Alors chez Pixar, ils sont tous très contents de ce petit court-métrage qui deviendra par la suite le symbole de Pixar, mais ils ne vont pas s'arrêter là, parce que chez Pixar, on dépasse les limites. Et là, ils n'ont été que nommés aux Oscars. Il est temps maintenant pour John Lasseter, pour Ed Catmull et pour Steve Jobs de décrocher un Oscar. En 1989, Pixar revient aux Oscars avec un court-métrage d'animation qui s'appelle Teen Toy. Un court-métrage réalisé encore une fois par John Lasseter et qui donne vie cette fois non pas à une lampe, mais à un jouet. Et aussi à un bébé qui ressemble très fortement à un titan de SNK. Et cette fois, il remporte l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Teen Toy, John Lasseter and William Reed. We'd like to thank the Academy for this great honor, because it's the first time this award has gone to a computer animated film. L'Oscar obtenu par John Lasseter pour Teen Toy motive énormément toute l'équipe de Pixar. Les logiciels de Ed Catmull deviennent bien plus performants, John Lasseter devient de plus en plus chaud et commence notamment à maîtriser bien comme il faut les logiciels. Et quant à Steve Jobs, il continue d'y croire, mais il perd beaucoup d'argent. À cette époque, Pixar animait de la publicité. Ils commencent notamment à collaborer avec la nouvelle direction de Disney. Ils mettent en place un système qui est notamment présent dans La Belle et la Bête et qui va permettre d'améliorer les animations en 2D de Disney. Et aussi, il y a un logiciel développé par Pixar qui commence à s'implanter très sérieusement dans le domaine du cinéma et des effets visuels. Ce logiciel, il s'appelle Renderman et c'est notamment via ce logiciel que les effets visuels de Jurassic Park ont été réalisés. Donc voilà un petit peu comment Pixar gagnait de l'argent, mais malheureusement, ça n'était pas suffisant. Pixar n'était pas rentable et Steve Jobs perdait de l'argent. Alors pour ajouter un petit peu d'argent qui rentre dans la société Pixar, John Lasseter a une idée. Il va aller voir le nouveau boss de chez Disney et il va lui proposer de lui vendre une série de courts-métrages de Teen Toy. Son court-métrage qui a reçu un Oscar. Alors évidemment, le nouveau boss de Disney il est en mode pas mal, pas mal, pas mal. Court-métrage combien de temps à peu près? Alors John Lasseter il va lui dire je sais pas, moi on peut partir sur du 5-10 minutes. Le boss de Disney il est en mode 30 minutes. John Lasseter il est en mode 1 heure. Et le boss de Disney il est en mode allez, 1h30, long métrage, c'est parti! Disney offre à Pixar la chance de pouvoir produire leur premier long métrage d'animation en images de synthèse, à condition que ça ressemble à l'univers de Teen Toy. Je sais que vous sentez venir le truc depuis tout à l'heure, je sais très bien que vous voyez vers où ça mène tout ça. Alors évidemment chez Pixar ils sont super contents, ils sont tous méga excités. Ils sont comme des oufs, comme des gosses. Mais ils s'imposent tout de même quelques règles. Règle numéro 1, on ne veut pas faire une comédie musicale, pas de chanson. Règle numéro 2, pas de délire de princesse, de prince, de je sais pas quoi, tout ça c'est à Disney. Disney a leur propre style. Et donc règle numéro 3, on veut notre propre style. Et John Lasseter ajoute tout de même une règle supplémentaire. On veut Tom Hanks. Oui, parce que John Lasseter à cette époque est un fan absolu de Tom Hanks. Et il va aller lui proposer de participer à cette nouvelle expérience, qui est de doubler un personnage qui n'est non pas en dessin animé, mais en image de synthèse. Et Tom Hanks, évidemment, il va accepter. Listen, hey! No one's getting replaced. This is Andy we're talking about. On arrive en 1993 et le premier storyboard de Teen Toy est présenté à Disney. Et devinez quoi? C'est nul. Nul. C'est à chier. Parce que toutes les vannes étaient foirées. Un humour presque insultant. C'était malaisant. C'était long. Woody, qui est censé être le héros du film, était repoussant. Et donc là, on arrive à un moment où le boss de Disney se dit « Les images de synthèse ne remplaceront jamais le dessin. » Et Disney décide de stopper la production. On arrête, on retire notre pognon, c'est fini. S'il n'y a plus d'argent, Pixar est dans la merde et va donc devoir virer des employés. Et là, pour John Lasseter, pour Ed Catmull et pour Steve Jobs, c'est hors de question. Ils retournent à leur studio et pendant 2 semaines, ils vont charbonner. Ils vont tout reprendre de zéro. Ils vont réécrire le scénario, refaire le storyboard. De toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont fonctionner à l'instinct et ils vont faire comme ils ont toujours fait.
ils vont dépasser les limites. Ils vont redesigner tous les personnages. Ils vont ajouter des séquences d'action qui nécessitent beaucoup d'effets visuels. Ils ne se préoccupent même plus de savoir si ce sera possible de réaliser certaines séquences. Après 2 semaines, ils retournent chez Disney, ils montrent un nouveau storyboard qui n'a absolument rien à voir avec le premier et Disney change d'avis, à condition d'avoir tout de même un œil sur l'avancée. Donc là évidemment toute l'équipe de Pixar retourne dans les bureaux, ils charbonnent. Ça dessine des storyboards, ça encode en 3D, ça crée des personnages, ça enregistre des voix. Et ça envoie des petits récaps à Disney qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien, ils reçoivent des dessins animés en 3D chelous, noir et blanc, ils se disent mais où ça va? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est en train de parler à un alien là ou quoi? Mais l'équipe de Pixar est tellement motivée que Disney continue d'y croire. Et un jour, alors qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'ils avaient sous les yeux, Disney reçoit une première scène du film Toy Story. Et là, Disney, ils se disent « Ok, ça y est, j'ai compris. » Les ordinateurs tournent 24 heures sur 24 pendant des mois. Et en 1995, le film Toy Story sort au cinéma. Et il est validé par tout le monde. La critique, les enfants, les parents, le monde du cinéma, tout le monde. Le film est un véritable succès. Et surtout, Toy Story ouvre la voie au film en images de synthèse. Dans leur petit studio, tout le monde est très confiant. Tout le monde, sauf Steve Jobs. Parce que pour Steve Jobs, faire un film, c'est bien. Mais ce n'est pas le premier film qui est le plus important, c'est le deuxième. Parce que le deuxième, il va venir confirmer tout ce qu'on dit sur Pixar. Et le prochain film de Pixar, c'est 1001 pattes. Et en imaginant 1001 pattes, ils se sont tous dit « Ok, facile, ça va être pareil que Toy Story. » Sauf que John Lasseter commence à se mettre au boulot. Et là, il se dit « Mais attends, on a un problème là. Là, c'est pas quelques jouets dans une chambre. Là, c'est des fourmis. Et des fourmis, ils sont pas 4 les fourmis. Les fourmis, ils sont 1000. Comment on va faire pour générer autant de fourmis? Et c'est un nouveau challenge que relève Pixar. Arriver à multiplier énormément les personnages à l'écran, jusqu'à créer des foules. Ça paraît con comme défi, mais je vous garantis qu'à l'époque, c'était littéralement impossible. It was really an effort to not stand still and just make another Toy Story, but to keep pushing and doing something more ambitious. Toute l'équipe de Pixar se met au boulot. Ils arrivent à faire évoluer leur logiciel et leur ordinateur pour pouvoir faire apparaître des foules de fourmis à l'écran. Et lorsque les 1001 pattes sort au cinéma, c'est un nouveau succès. Là, John Lasseter, il est en mode ok, très bien, super, allez, on vient d'enchaîner sur 2 succès. Moi, je vais faire une petite pause. Mais il peut pas. Oui, parce que Disney a un autre projet. Eux, ils sont en mode oh putain, bordel, Toy Story 1, ça a marché. Mais attendez, pourquoi on fait pas Toy Story 2? Disney va s'occuper de Toy Story 2 avec Pixar. Et la première version du film, qui est déjà programmée, qui va devoir sortir au cinéma, est une catastrophe. Car Disney voulait juste la suite de Toy Story 1, et c'est tout. Mais Pixar s'est rendu compte, trop tard, que ce n'était pas aussi simple. Parce que cette fois, ils ne font pas juste un film en images de synthèse, non. Maintenant, Pixar doit faire du cinéma, du vrai cinéma, de l'émotion. Et après que John Lasseter soit repassé sur le film, le défi a été relevé. Et lors de la première projection devant l'équipe du film, Tom Hanks, qui était présent dans la salle, se met à pleurer devant la séquence où Jessie se fait abandonner. C'est donc une mission réussie pour Pixar. 1999, Thanksgiving, Toy Story 2 sort au cinéma. Et c'est encore un immense succès. Plus que les 2 films précédents. Et donc là, on a un Steve Jobs qui est en mode ok, là je crois que c'est bon. Là je crois que Pixar a de la valeur. Steve Jobs achète 10 hectares en Californie et y installe les studios d'animation Pixar. Désormais l'objectif est de produire un film par an. Pour espérer pouvoir dépasser les limites, faut apprendre à se dépasser soi-même. Et c'est cette mentalité qui règne chez Pixar. Chaque réalisateur qui débarque au studio Pixar et qui a pour mission de réaliser un nouveau film, il a la pression des succès précédents. Le premier film de chez Pixar qui n'est pas réalisé par John Lasseter vient de cette idée de départ. Quand un enfant voit un monstre dans son placard, il dit la vérité. Cette idée est la prémisse du film Monstres et compagnie, réalisé par Pete Docter, qui est notamment le co-réalisateur et le co-scénariste du film le plus récent du studio, au moment où je fais cette vidéo, Saul. Alors est-ce que dans Monstres et compagnie, ils ont à nouveau dépassé les limites? Alors oui, puisque là il fallait générer un détail tout con, mais très important pour le film, les poils. Ça paraît con quand je vous dis ça, mais pour générer des poils en images de synthèse à cette époque... En 2001, Monstres et compagnie sort au cinéma et lors de sa sortie, il devient le film d'animation le plus rentable de tous les temps. À nouveau, un succès pour Pixar. Et comme je vous disais un petit peu plus tôt, chaque réalisateur qui débarque chez Pixar, il a la pression des succès d'avant. Et c'est à nouveau le cas pour Andrew Stanton qui a pour mission de réaliser un film d'animation en images de synthèse. Sur ce point-là, il n'y a plus trop de soucis à se faire, mais il doit encore dépasser les limites. Le film de Andrew Stanton doit faire mieux que Monstres et compagnie, qui est à ce moment-là le film d'animation le plus rentable de l'histoire. Et donc, Andrew Stanton va sortir un film
produit par les studios Pixar, qui sera un voyage épique sous l'océan. Nemo sort au cinéma en 2003 et devient à son tour le film d'animation le plus rentable de tous les temps. Et ainsi de suite, chaque réalisateur qui débarque chez Pixar doit faire mieux que les réalisateurs précédents. En 2004 sort Les Indestructibles, un film d'animation de super-héros, et puis des textures dans tous les sens, du tissu, des cheveux sous l'eau, des cheveux dans le vent. Encore une fois, un vrai challenge pour les studios Pixar, un challenge réussi, puisque Les Indestructibles est encore un succès. Alors évidemment, chez Disney, ils commencent à se dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on va quand même pas passer numéro 2. On est numéro 1 depuis tout le temps. Non, faut faire quelque chose là. La direction de Disney va contacter Steve Jobs. Ils vont dire à Steve Jobs, écoute mon pote, c'est super, on a collaboré ensemble et tout. Je crois que là, je pense qu'il faut que je sais pas que j'ai pas envie de... Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez racheter Pixar, c'est ça? Oui, voilà, t'as tout dit. Steve Jobs va évidemment négocier avec Disney. Il va négocier genre le best contrat. Pixar va garder son identité. Chaque film de Pixar qui sortira au cinéma sera signé Disney Pixar. Steve Jobs se permet quand même de négocier des parts de Disney. Ce crack. Ed Catmull continuera de diriger Pixar. John Lasseter deviendra le nouveau directeur artistique des films d'animation de Disney. Et il deviendra aussi le nouveau directeur artistique des parcs Disney. Donc si je fais un petit résumé là, le gars qui travaillait en tant qu'opérateur dans une attraction de chez Disney devient le directeur artistique des films d'animation de Disney et le directeur artistique du parc dans lequel il travaillait. Enfin pas que du parc dans lequel il travaillait, non, de tous les parcs Disney du monde. C'est quand même un truc de fou. Depuis, Pixar a continué d'enchaîner les succès. Ils ont quasiment tenu leur promesse de sortir un film par an avec Cars, Ratatouille, Wall-E, Lao, Toy Story 3, Cars 2, Rebelle, Monstre Academy, Vice Versa, Le Voyage d'Arlo, Le Monde de Dory, Cars 3, Coco, Les Indestructibles 2, Toy Story 4, En Avant et Saul. Qu'en est-il de la situation de Pixar aujourd'hui? Aujourd'hui, Pixar est toujours un studio majeur dans le domaine du film d'animation. John Lasseter ne travaille plus chez Disney, il s'est fait virer en 2018, pour une bonne raison cette fois. Steve Jobs n'est plus de ce monde. Le seul personnage qui continue de faire vivre cette histoire, c'est Edwin Catmull, qui a 75 ans et qui est le président de Walt Disney Animation Studio. Si on doit quand même retenir quelque chose de toute cette histoire, c'est que ça prend du temps de réaliser un rêve. Au départ, leur rêve était de produire un long métrage d'animation en images de synthèse, et ils ont su être patients. Toute cette histoire commence dans les années 70, ça a pris environ une vingtaine d'années avant que Pixar sorte au cinéma Toy Story 1. Et pour ma part, ce que j'en retiens personnellement, c'est qu'il faut apprendre à dépasser les limites. Apprenons à se dépasser soi-même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche si c'est le cas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!